Quel est le geste professionnel que vous trouvez le plus efficace pour vérifier la compréhension des élèves? Je vous fais 4 propositions. La première, on met rien en place, les élèves se manifestent quand ils en ont besoin, ils font ça très bien, en mode «Monsieur, madame, je comprends rien». 2, on vérifie nous-mêmes leur compréhension, on prend les devants et on leur demande régulièrement: «Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire?» La C, on propose de réaliser des exercices d'application après une explication, de manière à vérifier qu'ils ont bien compris le concept qu'on a expliqué et qu'ils peuvent l'utiliser. Et D, on leur propose de réaliser une carte mentale des mots-clés du concept qu'on a expliqué ou qu'ils sont en train de comprendre pour vérifier qu'ils ont bien compris. L'idée, c'est d'en choisir un qui est pour vous le plus efficace. Alors, je ne vais pas répondre tout de suite, évidemment. Je reviendrai évidemment sur cette slide. Si je veux les aider à évaluer leur propre compréhension et surtout la réguler, il faut les aider à avoir des sentiments de compréhension qui soient réels. Le problème qu'on a, c'est que les élèves évaluent leur compréhension avec des indicateurs qui ne sont pas efficaces, en particulier les élèves vulnérables. Leur métacompréhension prend sa source dans le décodage du texte. C'est-à-dire qu'ils utilisent, alors pas consciemment encore une fois, mais la fluence et la familiarité pour émerger chez les élèves, et en particulier les vulnérables, une impression de compréhension, un sentiment de compréhension. Donc l'affluence, c'est la facilité que j'ai à décoder, c'est-à-dire que je ne bute pas sur les mots, j'ai le sentiment que je comprends, et la familiarité, c'est quand évidemment je connais les mots où ils sont connus pour moi, où l'activité est connue pour moi. Et on est bien d'accord que ce ne sont pas des bons indicateurs de compréhension. Ce n'est pas parce que je lis parfaitement et que je ne lis pas sur les mots et que je les connais que j'ai compris. Mais ça fait quand même émerger un sentiment de compréhension. Et encore une fois, cette impression de compréhension va tendre à faire baisser les niveaux d'effort et impacter en réalité la compréhension ultérieure. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est d'aider les élèves à avoir un sentiment de compréhension le plus juste possible pour leur permettre d'autoréguler leur compréhension. Je vais redéfinir avec vous ce que veut dire comprendre et ce qu'est un concept. Quand on demande à nos élèves de comprendre, ce sont en général des concepts qu'on leur enseigne. Alors, c'est quoi comprendre un concept? Comprendre un concept, c'est intégrer ce concept aux connaissances que l'on a déjà, l'intégrer à ce qu'on sait déjà, en vue d'en tirer toutes les conséquences possibles, c'est-à-dire toutes les conséquences possibles, toutes les conséquences permettant le raisonnement, les déductions, les inférences, le transfert, les généralisations, autrement dit, le raisonnement à partir du concept. C'est ça qui distingue comprendre, ce qui va distinguer de mémoriser, par exemple, une définition. Là, comprendre, on va demander tout ça. Ce qu'on veut que l'élève soit capable de faire, c'est manipuler le concept, c'est-à-dire inférer, raisonner à partir du concept. Et ce concept, évidemment, le comprendre, c'est l'intégrer à ce qu'on sait déjà. Alors, ça, c'est comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'un concept? Un concept, c'est tout un contenu conceptuel, c'est tout le potentiel d'inférence que l'on peut tirer d'une combinaison de représentations de situations et de propriétés activées par un stimulus lexical ou perceptif. Vous avez compris? Non, je plaisante, bien sûr. Je vais reprendre l'explication de la fin, c'est plus facile. Tout commence par un stimulus lexical ou perceptif. Voici un stimulus lexical et un stimulus perceptif, le mot chat ou une image de chat. Si je remonte la définition, eh bien ce stimulus active dans votre cerveau une combinaison de deux choses. Des représentations de situations, ça c'est personnel. Vous avez, par rapport au concept chat, quand vous voyez un chat, votre cerveau active tout un ensemble de situations déjà vécues pour vous par rapport à ce concept. Vous adorez les chats, c'est trop mignon, ça ronronne, ou les chats, c'est horrible, c'est méchant dès qu'on les touche une griffe. Voilà. Donc ça appartient à chacun, mais ça active déjà ça. Et ça active aussi des propriétés, c'est-à-dire les propriétés intrinsèques au concept chat. Par exemple, le chat, mammifère, ça a des poils, des mamelles, vertébrés, ça a des vertèbres, des tétrapodes, ça a quatre pattes, bref, toutes les propriétés qui sont associées au concept chat. Et le concept, donc cette combinaison, elle est porteuse de tout un potentiel d'inférence. Ça veut dire que vous êtes capable, à partir de cette combinaison de ce que vous avez vécu et des propriétés, vous êtes capable de raisonner, inférer, généraliser, déduire. C'est ça un contenu conceptuel. C'est toute cette possibilité qu'on a d'inférence qu'on peut tirer des combinaisons de représentation et de propriétés. Si je vous demande, par exemple, est-ce qu'un manchot, ça vole? Pour raisonner sur cette question, eh bien, déjà là, vous avez un stimulus qui va donc chez vous activer des éléments, des concepts manchot et voler.
Et ça va donc activer chez vous cette combinaison de représentation de situations et de propriétés déclaratives. Donc des situations, ça c'est chacun. Vous êtes allé au zoo, vous avez vu des manchots, vous avez vu le film La Marche de l'Empereur, vous avez vu des vidéos sur les réseaux sociaux, bref, toutes les situations qui vont être activées par le stimulus. Et en parallèle, toutes les propriétés, par exemple, les propriétés pour voler, il faut des ailes. Quels sont les types d'ailes qu'on a construits comme concept, voilà. Et c'est le mélange des deux, la combinaison des deux, qui vous permet d'inférer si un manchot, ça vole ou pas. Pourquoi c'est important de décrire tout ça? Vous allez voir tout de suite, c'est parce que lorsqu'on parle de compréhension, il n'y a malheureusement pas une forme de compréhension. Le langage courant ne distingue pas les deux types de compréhension, ce qui occasionne des malentendus, parce que du coup, lorsqu'on dit « j'ai compris », on ne sait pas dans quel type de compréhension on est. Alors, j'utilise ce picto pour discuter de ça, parce que vous allez voir qu'il y a une compréhension qu'on va qualifier de superficielle et une compréhension qu'on va qualifier de profonde. Qu'est-ce que c'est que la compréhension superficielle? La compréhension superficielle, c'est une forme de compréhension qui se fonde justement sur le décodage textuel. Je comprends bien les mots de la phrase, ils sont familiers, je suis fluent. Eh bien, ça, c'est de la compréhension superficielle. C'est très favorable à la mémorisation, notamment la mémorisation par cœur, justement parce que je décode très bien. Le problème de cette compréhension, c'est qu'elle se limite à une forme de récupération rapide de mots associés au concept et qui vont relever du même champ sémantique. Comme une sorte de fichier mental, et je range dedans plein de mots-clés associés. Le problème de cette compréhension, encore une fois, c'est qu'elle n'engage pas le raisonnement, notamment parce que les propriétés du concept ne sont pas intégrées. Vous voyez, par rapport à ce que j'ai décrit juste avant, j'intègre pas les propriétés, je reste à un niveau superficiel, c'est-à-dire un ensemble de mots-clés associés que je range au même endroit dans mon cerveau et qui vont s'activer au moment où je parle du concept. Si je vous demande là, par exemple, quelle est votre compréhension du concept de gène en biologie? Si vous êtes sur ce niveau un peu superficiel, voilà ce qui va se passer dans votre cerveau. Vous allez ouvrir ce fichier mental où vous avez le mot gène et il est associé pour vous. Alors, si vous êtes biologiste, ce n'est pas ça forcément qui va s'activer dans votre cerveau, évidemment, mais si vous en avez une compréhension superficielle, il est probable que si je vous demande ça, dans votre cerveau, ça active des tas de mots associés, gène, ADN, noyau, chromosome, code génétique, allèle. Vous êtes capable de faire des phrases avec ça. Vous êtes du coup capable de dire, eh bien oui, un gène, c'est un chromosome, un gène, c'est de l'ADN dans un chromosome. Un biologiste qui écoute ça va se dire très vite que vous n'avez pas compris ce qu'est le gène, évidemment. Ce qui distingue du coup la compréhension superficielle de la compréhension profonde, c'est que la compréhension profonde, elle se fonde sur la construction conceptuelle qu'on a évoquée juste avant, c'est-à-dire que elle active les propriétés linguistiques et les simulations incarnées des situations, ce que j'ai décrit avec le chat. Et donc, ça active les deux. Et comme ça active les deux, on peut inférer, généraliser, et donc on peut raisonner. Si je vous demande ce que vous avez compris du mot gène et que vous avez une compréhension profonde, vous n'allez pas faire des phrases avec des mots-clés. Vous allez parler des propriétés du gène en me disant par exemple que c'est une séquence codante, ce qui distingue intrinsèquement le gène d'autres portions d'ADN qui ne sont pas codantes. Quand vous dites ça, vous êtes sur le volet des propriétés du concept de gène. C'est une séquence nucléotidique, ce qui la distingue évidemment des séquences d'acides aminés, etc., etc. Et vous voyez bien tout de suite la différence entre les deux types de compréhension. À droite, vous pouvez raisonner à partir des propriétés du concept de gène. À gauche, vous ne pouvez pas raisonner. Vous pouvez faire des phrases éventuellement. Mais raisonner va être compliqué, puisqu'en fait, en réalité, vous n'avez pas accédé aux propriétés du mot gène. Et dans les deux cas, votre cerveau renvoie un sentiment de compréhension. Parce que si vous êtes sur la compréhension superficielle de gauche, vous avez le sentiment que vous comprenez. Du coup, vous rentrez dans les activités avec un niveau d'effort bas et vous impactez encore une fois votre compréhension ultérieure, voire même l'image que vous avez de vous-même, si vous n'arrivez pas à faire alors que vous pensiez que vous aviez parfaitement compris. Ce que je vais vous proposer maintenant, pour terminer, c'est des exemples de ce qu'on peut faire pour aider les élèves à quitter le sentiment de compréhension lié à la compréhension superficielle. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Eh bien, on peut leur proposer de mettre en place des tests implicites de compréhension. C'est-à-dire introduire des exercices pendant la présentation de contenus scientifiques, historiques, grammaticaux ou autres, pour leur permettre d'auto-tester leur niveau de compréhension. Alors, des exemples d'activités qui sont particulièrement efficaces. On peut leur proposer des exercices intercalaires, c'est-à-dire qu'on les intercale dans l'activité, ou terminaux si on les fait à la fin,
Les exercices doivent aider les élèves à questionner les propriétés des concepts, par exemple, c'est-à-dire à se situer à un niveau de compréhension profond. Voici un exemple de ce qu'on peut proposer. C'est leur montrer plusieurs schémas ou plusieurs résumés du concept et leur demander celui qui correspond le mieux à ce qu'ils ont compris et de justifier leur choix. Ça, c'est intéressant parce que nous, on va construire évidemment nos schémas et nos résumés sur la base des propriétés du concept. Ce qui peut donner ceci, par exemple, là, vous avez un exemple en SVT sur le concept d'eutrophisation avec un texte qui le décrit. Et vous avez 4 résumés différents. Et les élèves doivent choisir, après avoir lu le texte, le résumé qui est le plus en accord avec ce qu'ils ont compris et justifier leur choix. Alors, quand on le mène en classe, on peut le donner, projeter. Les élèves choisissent individuellement un exercice et ensuite, par binôme, par exemple, ils échangent et puis ensuite, on prend en temps collectif pour discuter. L'intérêt de cet exercice-là, c'est qu'au moment où on va discuter de l'intérêt, soit l'élève a choisi le bon résumé, dans ce cas-là, a priori, il en a eu plutôt une bonne compréhension, soit c'est pas le bon résumé et il ne pourra pas dire « j'ai compris ». Il va forcément passer, vous voyez, par un moment où il va se rendre compte que son sentiment de compréhension qu'il pouvait éventuellement avoir, il n'est pas bon. Ce qui fait que si on enchaîne avec une activité, il sait qu'il faut réguler sa compréhension. Et donc, du coup, c'est un exercice qui va l'aider, l'élève, à faire de la métacompréhension, puisqu'il va pouvoir, en se rendant compte que son sentiment de compréhension est illusoire, rentrer dans un processus de régulation. Alors, on peut proposer ça format schéma comme ça, c'est-à-dire quel est le schéma qui correspond le plus à ce que tu as compris. Et on peut proposer d'autres types d'exercices. Par exemple, émettre des suppositions. On peut tout à fait, avec des exemples d'exercices, vous avez un concept avec une chaîne causale, A donne B, donne C, donne D, et question, j'enlève le B, qu'est-ce qui se passe, par exemple? Émettre des suppositions sur la base des liens causaux, des liens génétiques ou des liens chronologiques, eh bien, lorsqu'on réfléchit sur ça, on est en train de réfléchir sur le concept de manière profonde. Établir des tableaux de comparaison. Là aussi, si je veux comparer, il faut que je questionne les propriétés. Si je vous avais demandé de faire un tableau comparatif de la compréhension superficielle et de la compréhension profonde, vous auriez forcément été au niveau des propriétés pour pouvoir comparer et construire votre tableau. Demandez aux élèves d'expliquer, évidemment. Lorsque les élèves expliquent, résument, tout ça à eux-mêmes ou à l'écrit ou à l'oral, eh bien, tout ça facilite évidemment la prise de conscience que peut-être on n'a pas bien compris. Compléter un schéma, poser des questions d'inférence par rapport à la compréhension, si vous avez compris, est-ce qu'on peut inférer ceci ou cela. Réaliser ou choisir une carte conceptuelle. Alors, les cartes conceptuelles, je crois que voilà, c'est ça, c'est ce genre de cartes-là, donc ce ne sont pas des cartes mentales. Par rapport à ce qu'on a évoqué, la carte mentale de mots-clés tend à nourrir une compréhension superficielle, en particulier lorsque les traits entre les différents éléments de la carte ne sont pas labellisés. C'est le problème de la carte mentale, c'est qu'on ne connaît pas les liens qui unissent réellement les éléments entre eux. Dans une carte conceptuelle, les liens entre les éléments, donc déjà, oui, c'est pas forcément central, on peut décrire les propriétés, les liens chronologiques, les liens causaux, on peut décrire les liens génétiques entre les différents éléments, ce que ne fait pas une carte mentale. Rappelez-vous, il y avait la A. On laisse les élèves nous dire quand ils ne comprennent pas, donc on est d'accord, personne n'a coché, évidemment. La B, c'était on demande aux élèves, est-ce que vous avez compris? Alors ça, évidemment, ce n'est pas forcément efficace parce que quand je demande ça, je demande aux élèves d'utiliser leur sentiment, d'évaluer leur sentiment de compréhension et ils peuvent me dire oui, en toute bonne foi, avec un sentiment de compréhension superficielle. Ensuite, la carte mentale, on l'a déjà éliminée, effectivement, puisque ce n'était pas non plus efficace. Ça facilite la compréhension superficielle. Il restait la C, qui était je fais faire des exercices d'application pour vérifier qu'ils ont compris, qui serait probablement la meilleure des 4, mais en fait, on peut sûrement encore améliorer en précédant l'exercice d'application d'un exercice intercalaire de test de compréhension. Quelques précautions pour terminer. Et il faut éviter de résumer les contenus à la place des élèves parce que plus on résume pour eux, moins ils rentrent dans les activités de production et notamment les exercices de compréhension. Il faut éviter la liste de mots-clés, format carte mentale ou autre. Par exemple, quand ils soulignent des mots-clés dans le texte, ça aussi c'est plutôt superficiel. Et puis, il faut éviter de leur demander d'exprimer la compréhension sur la base de leurs sentiments. Quand on leur demande notamment « est-ce que vous avez compris ?» C'est tout à fait ce qu'on fait. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rends l'antenne.